Merci de votre présence et vous souhaite évidemment une très cordiale bienvenue ici, une fois de plus, au Triangle. Pensez qu'on aurait pu travailler les fenêtres ouvertes, voire dehors. Bon, ben, ça c'était la semaine dernière, c'est pas cette semaine-ci, comme j'ai dit avant. Le réchauffement climatique en ce moment, c'est plutôt un choc thermique. En espérant que ça ne va pas trop se poursuivre parce que nous avons besoin d'autre chose au niveau du moral pour essayer d'avancer. Je souhaite évidemment la bienvenue à notre DGS, à toutes les personnes de Saint-Louis Agglomération qui sont là pour faciliter le travail de notre conseil. Je vous propose de démarrer. Je vois qu'il y a encore l'un ou l'autre collègue qui arrive, mais le temps de faire l'appel, monsieur le directeur général des services, on devrait presque être au complet. Hop, on commence bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour saluer Madame Schmidiger, Monsieur Knibeli, Madame Gertheis, Monsieur Chica, Madame Dinten est excusée et a donné procuration à Monsieur Chica. Monsieur Barman est excusé et a donné procuration à Monsieur Knibeli. Madame Stroman. Monsieur Dissy. Madame Sfer est excusée et a donné procuration à Madame Schmidiger. Monsieur Schmitter. Madame Choquet. Monsieur Pizzaroni. Madame Ferrandez. Monsieur Ekes est excusé et a donné procuration à Monsieur Chica. Madame Gangloff. Monsieur Gigelman est excusé et a donné procuration à Madame Choquet. Madame Tchekoukio. Voilà. Monsieur Karik est excusé et a donné procuration à Monsieur Dissy. Pour Unang, Monsieur Deichmann. Madame Zarevski, Monsieur Bolly, Madame François, Monsieur Ferron, Monsieur Striby. Pour Kems, Monsieur Rouder, Madame Bach, Monsieur Chacher, Madame Rosset. Pour Blotzheim, Monsieur Meyer, Madame Schmidt est excusée et a donné procuration à Monsieur Meyer. Monsieur Gasser, Madame Lefebvre, pour Village-Neuf, Madame Trindel, Monsieur Kastler, Madame Ramassami, pour Bartenheim, Monsieur Kanengisser, Madame Rinkebach, Monsieur Capon, pour Sirens, Monsieur Thury, Madame Sauret, Monsieur Munch, pour Egenheim, M. Zeller, Mme Kibler, M. Kern, pour Ezing, M. Lacha, Mme Chapelle, d'accord, donc on attend, pour Rosenau, M. Litzler, Mme Wogenstahl, pour Lanzer, M. Adrian, pour Scherbach, M. Jux est excusé et a donné procuration à M. Adrian. Pour Agenthal-le-Bas, M. Fuchs. Pour Lemen, M. Hautmann est excusé et a donné procuration à M. Pendler. Pour Buchwiller, Mme Willer. Pour Rattenschwiller, M. Wiederkehr. Pour Folgensbourg, M. Delmont. Pour Ufheim, M. Ripstein. Pour Ranswiller, M. Siebold. Pour Wenswiller, M. Pierrier. Pour Elfranskirch, M. Chambert. Pour Michel Bar-le-Bas, M. Chiclin. Pour Agenthal-le-Haut, M. Fenler. Pour Hans Par-le-Bas, Mme Muth est excusée et donc est représentée par son suppléant, M. Runzer. Présent. Pour Hans Par-le-Haut, M. Rode. Présent. Pour Steinbrunn-le-Haut, M. Strich.
Pour Queue de 5, Madame Caillot. Pour Capellan, Monsieur Gabriel. Pour Michel Barlehau, Monsieur Wolgensinger. Pour Waltenheim, Monsieur Schott est excusé et est représenté par sa suppléante, Madame Kunz. Pour Valbar, Monsieur Martin. Pour Magstadt-le-Bas, Monsieur Fuchs. Présent. Pour Neuvillers, Monsieur Milin Tenda. Présent. Pour Gaspitzen, Monsieur Baumelin est excusé et est représenté par son suppléant, Monsieur Schneider. Présent. Pour Brincaille, Monsieur Guinder. Présent. Pour Tsezingue, Monsieur Dinier. Présent. Pour Kneuring, Monsieur Huberschlag. Pour Stetten, Monsieur Muller. Présent. Pour Magstadt-le-Haut, Madame Heitz est excusée et est représentée par sa suppléante, Madame. Pour Liebenswiller, Monsieur Muller est excusé. Donc le quorum est largement atteint et vous pouvez délibérer de manière valable. Merci, Monsieur Danner. Donc, premier exercice, le secrétariat de séance. Je vous propose Monsieur Pideri pour la séance d'aujourd'hui. Angelo, tu es prêt? Pas de souci? Quelqu'un est-il contre? Pas d'abstention? Merci à toi. Point numéro 1, l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 mars. Vous avez eu ce compte rendu, nous n'avons pas eu d'observation écrite. Néanmoins, si vous en avez à formuler, n'hésitez pas à le faire. Sinon, nous pouvons... Cela semble être le cas. Quelqu'un s'abstient-il? Il n'y a pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Et je profite, comme je n'ai pas pu le faire tout à l'heure, de saluer l'arrivée du représentant de la presse, M. Haute, qui est avec nous ce soir. Bienvenue à vous. Voilà, chers collègues, nous allons passer donc un petit moment sur le budget. Alors, ce n'est pas le budget, c'est les budgets, avec un budget principal et rien que 8 budgets annexes, donc que, évidemment, je vais vous présenter et soumettre, si vous en êtes d'accord, à votre approbation. Nous avons déjà pas mal discuté et expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, mais néanmoins, évidemment, eh bien, le débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas l'approbation du budget, et donc, néanmoins, en ce qui concerne le budget principal, nous allons quand même aller un petit peu au fond des choses, sans toutefois abuser de votre patience, et évidemment, répondre aux questions si vous en avez. Si au niveau de la régie, on est prêt, je vous propose d'aller à la page 3 pour une vue d'ensemble du budget prévitif principal. Encore un petit peu, voilà. Donc, au niveau du fonctionnement, nous arrivons évidemment à des sommes équilibrées en dépenses et en recettes à 68 041 380 €. Je rappelle simplement qu'au niveau du débat d'orientation budgétaire, on en était à 67 453 000. Donc vous voyez, très proche. En ce qui concerne l'investissement, nous en sommes à 22 557 117,35. Débat, 22 385 000. Ce qui nous fait un budget total de 90 598 000, presque 500 €, pour 89 838 000 estimés lors du débat d'orientation budgétaire. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, page suivante, nous avons le résultat reporté qui représente 3,95% de l'ensemble. Les recettes fiscales et les dotations, bien évidemment, c'est le gros morceau, 83%, et le produit des services pour un peu moins de 13%. Les opérations d'ordre, elles, sont quasi insignifiantes vu le montant total des 68 41 380. Alors, plus dans le détail, en ce qui concerne les recettes fiscales et les dotations, vous avez pas ça, page 5, c'est bon. Eh bien, je constate que 48,2% viennent des taxes foncières et d'habitation, 12,6% de la CVAE, 17% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
10% de la dotation intercommunale et des compensations, et 5,9% des dotations compensations fiscales. Donc c'est un montant de 3 300 000, et là-dedans vous retrouvez, rien qu'elle toute seule, la fameuse dotation liée donc à l'Euro-Airport pour 2 300 000. Si vous totalisez les 5 produits fiscaux dont je viens de vous parler, on arrive déjà à 94% de l'ensemble. En ce qui concerne le produit des services, alors je ne vais pas tout vous énumérer non plus, je dirais simplement que les postes les plus importants, les 5 postes les plus importants représentent 7 95 500 €, soit un petit peu plus que 81% de l'ensemble. Alors il s'agit dans l'ordre des transports, 2 248 000, des déchets ménagers pour 1 580 000, des crèches et rames pour 1 234 000, 1 235 000 même, et le sport, donc, pour 471 800, et vient s'intercaler là-dedans, en troisième position, l'assainissement et l'eau pour 1 560 000. L'opération d'ordre, je vous l'ai dit, est totalement insignifiante, encore une fois, par rapport à l'ensemble. Nous sommes déjà aux recettes de fonctionnement. Ça ne semble pas être le cas. Donc on peut passer aux dépenses. Alors, toujours dépenses de fonctionnement, bien évidemment. Au niveau, donc, charge générale, elle représente 20,5% de l'ensemble des dépenses. Les charges de personnel, 18,4%. Les atténuations de produits, un peu plus de 39%. Et les autres charges de gestion, un petit peu plus de 15%. Si vous additionnez ces 4 postes, on en est presque à 99% de l'ensemble. Je ne vais donc pas énumérer ce que vous avez derrière. Par contre, évidemment, on va aller un petit peu plus au fond des choses, chapitre par chapitre. Vous avez ça, des pages suivantes, donc en 9 et 10, vous avez les charges à caractère général pour un ensemble de 14 millions d'euros. Donc là aussi, vous avez sur les 5 premières dépenses qui sont notées, 6 140 250 € pour les contrats de prestation de services liés principalement au traitement des déchets ménagers, 1 354 900 pour les consommations d'eau, d'électricité, de gaz et de carburant, 1 777 700 pour l'entretien et la maintenance des bâtiments, terrains, véhicules, équipements divers, 723 200 pour les transports collectifs, donc principalement le transport scolaire, 827 950 pour des acquisitions d'équipements et fournitures diverses. Tout ça, c'est presque 80% de ce chapitre-là. Vous avez effectivement encore d'autres sommes sur la page 10, dont la plus importante représente 508 670 € pour les impressions, les publications, les annonces, les insertions et autres. En ce qui concerne les charges de personnel, page 11, vous avez un total de 12 529 000 €, mais il faut là-dedans calculer aussi, ou préciser aussi qu'il y a une refacturation qui provient donc des différents budgets annexes à hauteur de 1 825 000 €. Donc, d'où viennent ces 1 826 000 350 000 au niveau de l'assainissement en délégation service public, 500 000 au niveau de l'assainissement régie, 100 000 au niveau eau potable, également DSP, 610 000 donc en eau potable mais en régie, 177 000 pour les déchets ménagers et 89 000 pour la pépinière d'entreprise. Donc, le montant net au niveau du budget principal pour ce chapitre est de 10 703 000. Alors, plus en détail, vous avez pu noter effectivement, alors je vous l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire, je ne vais pas tout vous relire, vous avez effectivement différentes explications par rapport à l'évolution de ce chapitre en 2021 par rapport à 2020. Donc, au niveau de ce qu'on appelle l'indice vieillissement technicité, on a compté 1% de plus. Il y a aussi la finalisation de la mise en œuvre du protocole des parcours carrière et rémunération. Là, normalement, on arrive à la fin du processus cette année-ci. On ne devrait plus trouver ça l'année prochaine. Tant mieux pour le budget, tant pis pour les agents, parce que quelque part, c'est de ça qu'il est question.
Ensuite, vous avez une grande partie qui est consacrée au renforcement de certains services fonctionnels et opérationnels. Je ne vais pas vous lire l'ensemble, vous l'avez sous les yeux. Et évidemment, comme tous les ans, vous avez toujours un différé de recrutement par rapport à la prise en charge en année pleine des postes créés au courant de l'année. L'année dernière, nous en avions créé quelques-uns. Évidemment, nous les avions prévus au niveau du budget en année pleine, mais qui n'ont pas été payés en année pleine, parce que si les gens sont arrivés en juillet, ben, c'était que 6 mois. Il y en a même qui sont arrivés en fin d'année, donc qui n'ont pratiquement pas influencé du tout les dépenses de fonctionnement au niveau des charges de personnel en 2020. Ça va être différent en 2021, c'est tout à fait logique. En ce qui concerne les atténuations de produits, alors là, évidemment, c'est complètement différent par rapport aux recettes, c'est un gros morceau, mais là aussi, aucune surprise, 97% de l'ensemble de ce chapitre est dû à l'attribution de compensation aux communes membres, qui représente 91,2% avec 24 379 000, et 1 445 000, c'est la contribution au FPIC. Vous mettez cela ensemble, je vous dis bien, ça fait 97%. Il reste encore 500 000 de dotation, 26 920 de reversement et 223 500 de dégrèvement. En ce qui concerne les autres charges de gestion, 10 253 410 €, alors les postes les plus importants sont 6 663 260 € de subventions à verser. On en verra une partie tout à l'heure, donc 4 060 000 au titre des transports urbains, 2 145 360 d'aide aux associations, on reviendra sur la liste dans quelques instants, et 457 900 de subventions aux collectivités et autres organismes publics. Ensuite, vous avez aussi évidemment la contribution au SDIS, c'est 2 473 000 €, et les sommes plus loin sont un petit peu moins importantes. Je note juste au passage 510 000 € d'indemnités charges sociales au niveau des membres du bureau. Page suivante, vous avez pages 15 et 16, les dépenses de fonctionnement par fonction. Je ne vais pas faire un grand commentaire là-dessus, c'est à titre évidemment purement informatif, d'autant plus que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes, puisque ce qu'on appelle les opérations non ventilées, donc ce qui ne va pas spécifiquement à un service, représente pas loin de la moitié des dépenses, soit presque 29,5 millions sur l'ensemble. Comme dit, c'est purement à titre d'information. Voilà en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Question ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer aux dépenses d'investissement, sachant que nous avons là à analyser ce soir les opérations nouvelles, mais qui restent, contrairement à ce qui se passe évidemment au niveau de la section de fonctionnement, il n'y a pas de reste à réaliser. Là, il y en a. Donc le total de l'ensemble des dépenses d'investissement, c'est 22 750 000, que 12 377 000. Alors, quelles sont ces nouvelles opérations? Évidemment, il y a déjà le remboursement de la dette pour 18,9% de l'ensemble, les subventions d'équipement pour la dernière ou presque la dernière partie à payer à la région pour le très haut débit. En 2022, normalement, on ne devrait plus avoir grand-chose à ce titre-là. Le reste pour les fonds de concours des communes, sachant qu'il y a un reste à réaliser relativement important et on a rediscuté dans les semaines qui viennent du nouveau fonds de concours qui va être mis en place pour le mandat jusqu'à la fin. Au niveau des sommes importantes, donc 300 des divers bailleurs sociaux. Notre collègue Jean-Paul nous en parle pratiquement à chaque conseil. Nous avons également 371 000 € donc, à verser au syndicat du RAMI pour la construction d'un pôle intercommunal qui a été décidé il y a quelque temps déjà. Et je vous rappelle qu'en échange, eh bien, les locaux, donc les animations pendant les périodes de vacances
Et évidemment, nous avons été très heureux de pouvoir coopérer avec les communes de Ransbach, le Bas et de Michelbach, le Bas aussi, dans l'opération de ce programme. Les autres sommes, on peut pour 5,8%, il y a des travaux d'équipement, réseau, pour plus de 700 000 €, c'est pratiquement l'ensemble, hein, une partie pour le tram 3 et d'autre part pour le réseau Distribus et encore un petit peu d'accessibilité des arrêts de bus. Au niveau des déchets ménagers, il y a 800 000 € de prévus, dont du matériel roulant, des conteneurs pour les bacs, 230 000 et 275 000 €. Et aussi des travaux de VRD, tant au centre technique à Village-Neuf, 60 000, que des travaux de VRD aux déchetteries, donc à Village-Neuf, Kems, Sirens et Bartenheim, pour un peu moins de 100 000. En ce qui concerne la voirie, qui représente 8,9% des dépenses d'investissement, les trois gros morceaux sont les travaux d'extension des réseaux pour 367 000, au niveau donc du pôle santé à Saint-Louis. Vous avez également donc des travaux pour 300 000 route EDF, boulevard d'Alsace et voirie zone communautaire. Vous avez 100 000 au niveau des dessertes de déchetterie ouest et zone d'activité à Ézingue et 135 000 au niveau du parking relais pour des travaux d'hiver et de la vidéosurveillance. En tourisme, 788 000, 6,4% de l'ensemble. Pour des pistes cyclables, donc au niveau du canal de l'Ain, il s'agit évidemment d'une remise en état, 250 000 €, et donc de la piste cyclable de l'Aymen pour 400 000 € et différentes autres sommes que vous voyez apparaître, mais qui sont de moindre importance. J'ai une question, monsieur le Président. Oui, monsieur Stréby. Est-ce que je me trompe? Je suis désolé, j'ai fait le calcul sur mon ordinateur. Voilà, il est tombé en bas juste avant la réunion, donc excusez-moi de l'imprécision de ma demande. En tout cas, l'idée est la suivante. Est-ce qu'on avait, avant le début de ce nouveau mandat, on avait travaillé avec la commission des pistes cyclables sur un plan très rigoureux, hein. Ça a été l'objet de longues discussions, parfois même de marchandage, mais en tout cas, ça a été fait ensemble en bonne intelligence. Et moi, j'ai l'impression, alors vous me dites si je me trompe, que les mesures budgétaires que vous proposez ne correspondent pas exactement au plan qui avait été convenu en fin de dernier mandat. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste, monsieur Stréby, parce que vous ne tenez pas compte des restes à réaliser. C'est vrai que nous avons mis un petit peu moins cette année-ci, parce qu'on a encore pas mal de sommes en reste à réaliser. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, nous avions dit aussi, je pense que vous en souvenez, puisque vous aviez fait partie de la discussion, que nous prendrions effectivement ce que nous ne mettrons plus dans le haut débit, pour le mettre au niveau des pistes cyclables. Or, vous avez vu que pour le haut débit, nous avons encore pas mal d'argent à mettre en 2021. Évidemment, ces sommes-là vont abonder les pistes cyclables en 2022. Et avec les restes à réaliser que nous avons, sincèrement, ce n'est pas la peine de mettre trop d'argent au budget à partir du moment où on ne va pas le consommer et le reste à réaliser. C'est ma vision des choses, mais le débat est ouvert. Hein. Donc vous êtes en train de me dire que on ne le budgétise pas parce qu'on pense qu'on sera pas en mesure de réaliser, c'est ça? C'est ça, absolument. Alors, la question est, pourquoi est-ce qu'on avait un plan? Alors, ce plan, il a été discuté avec tous les élus, il a été fait l'objet il a été hiérarchisé en fonction de la faisabilité technique. Notamment, on avait une piste cyclable qui devait passer de Huningue vers la rue du Dr Bux, qui, sauf erreur de ma part aussi, je remets là en 2021, mais je crois qu'elle a, sauf erreur, hein, je me trompe peut-être, les travaux n'ont pas démarré. En tout cas, ça devait se faire au début de l'année 2021, d'après le dernier plan. Hein. Alors, tout à fait. Et voilà. c'était une opération très conséquente, effectivement. Hein, mais celle-ci n'est pas réalisée. Elle est où alors Alors, elle est où? Tout simplement parce qu'il y a encore des travaux, enfin pas des travaux. Pour réaliser, vous savez très bien que quand on ne possède pas le foncier, on ne peut pas commencer les travaux. Donc on pense effectivement qu'à ce niveau-là, on ne pourra encore pas faire quelque chose en 2021, et c'est pour ça que vous ne voyez pas d'argent pour cette piste cyclable en 2021.
Ok, merci. Je vous en prie. Vous imaginez bien qu'en tant que maire de Huningue, et je me tourne vers ma collègue de Saint-Louis, on n'a pas de mépris pour les 38 autres communes, hein, c'est absolument pas ça. Mais c'est vrai que cette piste, on en parle, si ma mémoire est bonne, depuis 1995, vous voyez, c'est pas une mince affaire. Alors il est vrai qu'elle a retrouvé, je dirais, beaucoup de dynamisme, notamment avec Monsieur Zelé, puisqu'il en a reparlé en 2016, on a travaillé ensemble. Malheureusement, c'est très compliqué. Comme dit, il y a encore un petit peu d'acquisition foncière, mais j'ose espérer que les travaux pourront démarrer en 2022. Et sur l'ensemble des 18 millions, il me semble qu'il n'y en avait rien que, pour cette opération-là, de mémoire, c'était pas loin de 2 millions. Hein. 1,7 million, 1,8 million, donc c'est un chiffre tout à fait conséquent. Mais encore une fois, on y travaille. Je le répète, à partir du moment où on est sûr de ne pas pouvoir dépenser 1 euro pour faire les travaux, je ne vais pas vous proposer, puisqu'on va vous proposer de l'emprunt, hein, pour équilibrer évidemment les dépenses, je ne vais pas vous proposer de l'emprunt pour faire des travaux que nous n'allons pas faire. Hein, ce serait complètement ridicule. D'avancer, d'utiliser au moins en partie, d'équilibrer effectivement si nécessaire avec un recours à l'emprunt, encore une fois, si nécessaire, mais mettre de l'emprunt pour des dépenses qui ne vont pas se faire, je suis désolé, moi je n'adhère pas à ce genre de choses. Merci. On peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on arrive au patrimoine avec un petit peu moins de 6% de l'ensemble des nouveaux investissements, 726 000. Les grosses opérations sont une ZAE, donc au niveau de Blotzheim, 200 000, la maison du Lersbach, 120 000, la pépinière d'entreprise, 265 000, et des acquisitions. Alors ça, c'était pour patrimoine, effectivement. Et ensuite, il y a aussi sur la même page des acquisitions foncières pour 85 000, mais là, je dirais que c'est plutôt une réserve, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'opération nouvelle en vue au niveau de ce chapitre-là. Une opportunité qu'il faut savoir saisir, et 85 000, vous n'allez pas acheter grand-chose avec, hein, vu les tarifs qu'on pratique dans la région. On a été modeste, mais encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de plus. Néanmoins, on a souhaité inscrire une somme, si jamais une petite opération qui peut se faire. Au niveau des études, un petit peu moins de 700 000, donc l'ensemble représente 5,7%. Les opérations les plus conséquentes, c'est l'étude du secteur métropolitain, notamment qui concerne le développement de la mobilité, pour 150 000 €, mais où nous pouvons aussi bénéficier, je rappelle, de l'aide de l'aglo-programme. Nous avons toute une série d'études concernant les zones d'activité. Vous en voyez une à la fin du premier tableau. Donc il y a Kems Sud, mais sur le tableau suivant, il y a aussi le carrefour de l'Europe à Bartenheim, il y a Sirens Grün, il y a Ransbach-le-Bas de Bâle, il y a la réserve 6 au niveau de Ézingue, et tout ça, ça représente quand même la modique somme de 201 000 €. Et comme autre montant non négligeable, mais nous avons aussi 80 000 €. On parlait tout à l'heure de pistes cyclables, mais justement d'études au niveau du schéma directeur des pistes cyclables. Puisque avant de faire des pistes, il faut savoir également où elles vont exactement passer. Et si ça ne pose pas de problème, ça coûte un petit peu d'argent également. En ce qui concerne donc la suite, service habitat politique de la ville, 42 000, rien de particulier à signaler puisqu'il s'agit de travaux, j'allais dire relativement peu importants au niveau des aires d'accueil de Saint-Louis de Huningue. Service d'aménagement et affaires transfrontalières, 22 400, pas de somme significative. Développement durable, il s'agit de bornes électriques et d'aires de covoiturage pour 130 000 €. Au niveau du service des sports, un petit peu moins de 5% de l'ensemble des dépenses. Il s'agit de travaux à la piscine couverte à Village Neuf, 111 900. Au centre nautique de Saint-Louis, presque 282 000. Du COSEC, la salle multisport à Village Neuf, 157 700. Les autres sommes sont moins significatives. Au niveau du service du patrimoine, 200 000, dont 83 000 € pour le centre technique du patrimoine à Attenschwiller, et 90 000 €, c'est important, mais il s'agit d'accessibilité au bâtiment.
il faut absolument, effectivement, que nous puissions mettre cela à jour, et c'est pour ça qu'effectivement, cette somme a été proposée. Au niveau du service urbanisme, rien de particulier. En ce qui concerne l'administration générale, c'est un petit peu moins d'1 million, 8% de l'ensemble des dépenses. Alors, où va cet argent? Mais d'une part, pour du mobilier, des logiciels, du matériel informatique et des acquisitions diverses, c'est des sommes qu'on retrouve pratiquement de manière égale d'une année à l'autre pour un peu moins de 470 000 €. Des travaux à l'immeuble Concorde, donc au niveau du pôle de Saint-Louis, pour 150 000 €. Et le début de crédit pour l'antenne de Hagenthal-le-Bas pour 213 700 €. En ce qui concerne le SIG, 60 000 €, rien de particulier. Pareil pour la page 27, ce sont des sommes évidemment qui sont plus anecdotiques. Ensuite, page 28, vous avez des multi-animations jeunesse pour 114 800. La médiathèque pour 38 000, des opérations d'ordre pour 271 000, et on arrive donc aux 12 377 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous ajoutez le déficit d'investissement, on est page 29 pour la projection, voilà. Donc si vous ajoutez le déficit d'investissement de N-1, 2 659 000, et les dépenses reportées dont j'ai parlé tout à l'heure pour 7 520 000, nous arrivons effectivement aux 22 557 000 dont j'ai parlé au début. Voilà pour les dépenses d'investissement qui vous sont proposées. Oui, monsieur Strubing. J'ai écouté avec attention tout ce que vous venez de dire. Moi, il y a un investissement qu'on n'évoque pas ici et qui me donne les plus grandes inquiétudes. Oui. C'est l'échangeur autoroutier avec la RD 105. C'est l'opération 5A3F, ça. Oui, là, désolé, je suis... non, mais c'est... Je suis conseiller communautaire de base, donc je ne maîtrise pas encore ces acronymes. Pas de souci, monsieur Strubing. On a bien situé tous les deux le sujet de la discussion. J'espère que les autres membres ici aussi, parce que j'aimerais bien que ce ne soit pas un dialogue juste entre nous deux, si vous voulez bien. Peut-être, avec l'aspect... Non, mais allez-y, posez votre question. En tout cas, tout le monde a bien compris que c'est l'échangeur sortie d'autoroute de Saint-Louis et le boulevard urbain qui va vers le cimetière. Hein. Oui. Une année de retard, un peu plus qu'une année de retard, hein, ça, je parle sur votre contrôle, et puis ça a été confirmé aussi au niveau de la CEA. Moi, l'inquiétude que j'ai quand je vois ça, le budget, vous me coupez, monsieur le Président, si je me trompe, soit parler d'investissement avant. Quand vous avez parlé d'investissement avant, vous avez dit par exemple, on ne va pas faire les pistes cyclables, on ne va pas emprunter si on n'a pas la possibilité de le faire. Par ailleurs, je regarde l'autofinancement qui est le nôtre, vous êtes d'accord avec moi, ça c'est pas de votre fait, c'est la structure, c'est l'évolution. Merci de le dire. Non, mais je le reconnais, c'est d'ailleurs la même problématique pour les communes, hein, pour l'élu dans le sens... À moindre échelle, quand voilà, même. mais l'élu dans le sens large du terme, maîtrise de moins en moins, je dirais, sa politique de rentrée d'argent, ça c'est clair. Donc, toujours est-il qu'au regard de l'autofinancement qui est le nôtre, qui est en baisse, on est d'accord, en tout cas qui est fortement impacté par la situation actuelle, je constate que ce projet vaut 65 millions d'euros. On est d'accord, hein? C'est ça. Sur les 65 millions d'euros, il y a 15 millions d'euros qui, je vous le coupez là aussi, qui sont à notre charge. Hein, c'est notre participation au projet, oui, tout à fait. Il y a cette question du million d'euros de discussion entre la quote-part de l'agglo dans le d'un endroit à l'autre, mais ça c'est juste un aspect comptable des choses, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Voilà. Moi la question que j'ai, c'est quand je regarde où en sont nos... On va... Après, là aussi, j'espère avoir bien compris. Non. Depuis longtemps, et enfin maintenant... Moi la question que j'ai, ont été prévus pour Unibail. On est d'accord que ça ne va pas se faire demain matin. Oui. On est dans la première phase. On va aussi, je parle à vous, monsieur, ici, qui sauront peut-être mieux de vous éclairer. Est-ce que la CEA nous a donné
par écrit la garantie qu'en cas de défaillance du bail, ils mettront le complément de 15 millions, parce que là, on est en train de parler de 30 millions en tout, hein, par rapport au plan URI, qui commence à être un peu effrayant en termes de capacité pour la... Monsieur le Président, il faut le rappeler, au niveau de l'ensemble des... Là, je parle aussi sous le contrôle des conseils d'Alsace, sur l'ensemble de l'Alsace. Si on additionne l'ensemble de mobilité qui relève de la CEA, hein, il y a pour 1 milliard de demandes en fonds propres pour financer l'ensemble de ces biens. Il était de 148 millions en 2021. Donc moi, la question que je vous pose, pour un sujet qui est ce que la population ressent, les gens en ont marre d'être coincés. Les gens en ont aussi marre de prendre des risques, de jouer avec... On devra faire un demi-tour à travers... Je crois qu'on vous a compris, monsieur. Oui, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous voyez les choses en termes d'investissement, en termes de financement par rapport de notre agglomération. Deux réponses à vos questions. La première, il y a un engagement oral à l'heure actuelle qui va se matérialiser sous forme de convention dans les semaines qui viennent entre la CEA et Saint-Louis Agglomération par rapport à l'opération 5A3. Il y a un engagement de 15 millions moins 1 à voir, hein, en fonction effectivement de ce qui va se passer entre l'État, la CEA et SLA. Et en ce qui concerne effectivement la participation, si cette opération ne devait pas se faire, il y a un engagement de la part de la CEA, de prendre effectivement ce qui ne sera pas payé par Unibail à la charge de la CEA. Ça, ce sera dans la convention. On ne peut pas imaginer que ça n'y soit pas, puisque ça a été discuté ainsi. Deuxième réponse, en ce qui concerne SLA plus particulièrement. Nous avons travaillé d'arrache-pied, et je me tourne plus particulièrement avec notre DGS, parce que vous savez que c'est lui qui, depuis des années, supervise les finances, évidemment avec le président, mais aussi avec le conseil communautaire quand nous en discutons ici. Nous allons vous proposer, dans le cadre de la vision d'avenir, ce qu'on appelle un PPI, c'est-à-dire un plan pluriannuel d'investissement. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, échange de compliments, Monsieur Striby, les questions que vous posez, on se les pose aussi. Hein, et on n'a pas envie, moi je n'ai aucune envie à la fin du mandat de laisser Saint-Louis Agglomération dans une situation exempte, pour ne pas dire plus. Hein, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire avancer les choses, on est là pour faire en sorte que les projets qui soient importants pour notre collectivité, et vous avez raison, 5A3F est d'une importance extrêmement conséquente pour nos habitants, et pas simplement ceux qui habitent Saint-Louis et Zinc et les environs, mais pour tous ceux qui passent effectivement à cet endroit, et ils sont nombreux. Je puis vous dire effectivement que nous ferons des choix, comme nous sommes en train de faire des choix maintenant, par rapport à nos possibilités. Alors je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire, ce plan pluriannuel d'investissement ne va pas être un plan, entre guillemets, où tout va être souriant, où tout va être merveilleux. Mais on ne va pas non plus se référencer à l'année 2021, qui est vraiment une année très compliquée. Quand on la compare à l'année 2019, c'est plus que compliqué en 2021. Et je pense que par rapport à ce qui nous attend les prochaines années, il faudrait effectivement faire une moyenne entre ce que nous avons connu entre 2019, 2020, 2021 et ce que nous allons connaître entre 2022 et 2026 pour arriver à quelque chose qui, entre guillemets, tienne la route. Je terminerai pour ne pas être trop long. Moi, je suis plus inquiet que vous, peut-être, en tout cas vous l'avez pas souligné, sur autre chose. C'est que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre, parce que il y a encore relativement peu d'années, nous pouvions influer sur les taux.
d'imposition. Loin de moi l'idée de matraquer et les personnes et les entreprises d'impôts. Je sais très bien que ce n'est pas la bonne formule quand on exagère. Et en France, on a une certaine spécialité pour ça, il faut le reconnaître. Néanmoins, il était de la responsabilité du président du Conseil communautaire de pouvoir prendre un certain nombre de décisions à ce niveau-là. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est fini, c'est terminé. On a encore un tout petit peu de marge sur le foncier, sur quelques autres aspects, mais quand vous regardez les recettes globales, j'ai parlé de dotation de l'aéroport tout à l'heure, j'ai parlé de tout ce qui est imposition professionnelle, vous ne pouvez plus faire tout et n'importe quoi. Or, c'est vraiment là la part importante. Et quand il y a le produit des services, il faut savoir que ça coûte généralement 2 voire 3 fois plus cher au niveau des dépenses par rapport aux recettes. C'est ainsi, on a un service public pour assurer ce pourquoi on est là. Mais encore une fois, ça pour moi, je peux vous dire que je ne passe pas une journée, ça ne me rend pas malade, enfin j'espère que non, mais je ne passe pas une journée sans réfléchir à ça. Parce que, tant pour les communes, parce que c'est exactement pareil pour elles, que pour l'agglomération. C'est extrêmement important d'avoir à l'idée que ce que nous avons aujourd'hui, allez, au niveau des communes, c'est à peu près 60 à 70% qui est de la mainmise de l'État. Et je dirais qu'au niveau de l'agglomération, les proportions sont peut-être pas tout à fait identiques, mais pas éloignées. Tout le reste, nous sommes comme ça. Il faut le savoir. Il y a 15 ans, c'était exactement le contraire. Et ça nous donnait effectivement des responsabilités, de l'ambition, peut-être aussi, effectivement, le fait de devoir dire aux gens, écoutez, si nous voulons ça, il faut aussi trouver des moyens de le payer. Aujourd'hui, même si nous voulons quelque chose, et même si les concitoyens étaient d'accord pour le payer, le 3/4 de l'argent dont nous aurons besoin ne viendra plus de cette manière des contribuables. Et ça, c'est détestable. Donc, si j'ai bien compris, les 15 millions vont être un problème. Non, j'ai absolument pas dit ça, parce que les 15 millions, évidemment, sont prévus dans ce plan pluriannuel. Attendez, on y travaille quand même depuis des années, on les a intégrés, ça va vous être présenté, et évidemment, ce projet doit se faire. Je dis bien, ce projet doit se faire. Il est absolument indispensable, non seulement, encore une fois, pour les habitants qui sont proches de la RD 105, mais pour les dizaines de milliers qui passent là tous les jours. Et donc, effectivement, ces travaux doivent s'engager, doivent se faire, et quand ça se fait, il faut que ça se paye. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'était pas moi à l'époque, c'était M. Girny, avec l'ancien conseil, qui a pris l'engagement d'investir à hauteur de 15 millions d'euros. Il est hors de question de nous rétracter à ce niveau-là. C'est une priorité absolue. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, je le répète au passage, je le dirai encore une fois, quand on nous a sollicité pour le raccordement ferroviaire, et dit le raccordement ferroviaire, je comprends très bien qu'il est important, mais le raccordement ferroviaire, pour nous, n'est pas la priorité que représente 5A3F. Et c'est pour ça que s'il y a un jeu d'écriture, vous l'avez dit vous-même, qui est purement comptable, entre ce que nous allons mettre pour le raccordement ferroviaire et que nous mettrons légèrement en moins pour 5A3F, moi, franchement dit, je suis preneur et je vous le propose. Mais encore une fois, 5A3F, il est hors de question de dire, non, on se retire de ce projet parce que on ne peut, il faut absolument y aller. Après, on ne va pas y aller de n'importe quelle manière, mais pour moi, c'est une priorité absolue, cette affaire-là. D'autant plus qu'elle n'est pas nouvelle. Et encore une fois, dans le plan pluriannuel, ce projet figure en première position. Avec les pistes cyclables, parce que ça aussi, c'est arrangé. Après, il faut savoir ce que deviennent les fonds de concours, il faut savoir ce que pour en décider. Justement, un dernier point, j'ai regardé depuis, voilà, j'étais un peu souffrant et j'ai regardé depuis je suis heureux que vous alliez mieux, M. Stridi, c'est pas mieux. Oui, je vous ai expliqué. C'est une question que j'aimerais. Éteignons l'incendie, allez-y. Alors, c'est la question, qui fait le budget dans cette assemblée? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il m'a été rapporté pour la préparation du débat d'orientation budgétaire que M. Daner,
une personne hautement compétente avait présenté le débat d'orientation budgétaire au bureau. Oui, comme il le fait tous les ans depuis des années. Voilà, aucun problème. Et qu'il a représenté le débat d'orientation budgétaire lors de la séance, et idem, je crois, copier-coller pour le budget. Pour le budget. Absolument. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je me pose la question... Parce que vous avez un président qui est un peu fatigué de le faire deux fois. Non, moi c'est pas ça la question, Monsieur le Président. La question c'est où est la patte, où est la co-décision, pour utiliser un terme un peu à la mode, la co-construction. Lequel de ces conseillers communautaires ici, dans cette assemblée, et idem dans l'exécutif de l'agglomération, a eu son mot à dire, a co-construit le budget. Alors, moi, je vous ai écouté, totalement d'accord avec vous, vous l'avez expliqué, il y a une partie de dépenses qui sont contraintes, une partie des recettes, voilà, on les prend... Qui sont contraintes aussi. Exactement, mais on a une petite marge de manœuvre hein, sur laquelle il y a des choix politiques, vous l'avez évoqué, on fait cette petite cycle avant, on décide ou pas de faire le contournement, la sortie, ça c'est un choix politique, enfin il y a toute une série de choix politiques. Et la question c'est, il y a une multitude de commissions dans cette assemblée, toutes plus utiles, plus utiles les unes que les autres, et présidées par des personnes qui effectivement connaissent leur sujet. Parce que je suis étonné, c'est que dans une institution qui gère tant d'argent, il n'y a pas de commission des finances. Il n'y a pas de commission qui permet justement de faire ces arbitrages, parce que, Monsieur le Président, quand je vois votre budget, moi je suis d'accord avec 97% de ce qui est noté. C'est déjà pas mal. Oui, mais peut-être que mes collègues aussi, certains sont d'accord avec... Si vous permettiez de répondre, ce serait bien. Je n'ai pas terminé. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, et donc, la question est, où est-ce qu'il y a encore un poids de l'institution démocratique dans l'élaboration, si, aussi brillant soit-il, la construction, j'ai bien compris, la construction du budget est faite par, même si c'est le premier d'entre eux, c'est fait par quelqu'un qui est fonctionnaire, qui est là, qui nous sert et qui nous sert depuis des années et le fait très bien. Où est la patte politique là-dedans? Ça c'est une question qui me brûle les lèvres. Je suis peut-être le seul à penser ainsi. Non. Voilà, mais moi je vous le dis, ça me gêne de devoir arriver à un produit final de dire oui ou non. Parce que pour les dépenses publiques, c'est pas oui ou non. C'est plus ou moins ça, plus de ça. Ça on le fait maintenant, ça on le fait après. Et tout ça, ça doit être le résultat d'un arbitrage collectif, bien sûr avec une vision majoritaire des choses. Vous êtes le président, vous avez été élu, vous avez le mandat pour ça. Mais la question c'est, où est le choix démocratique? Qui a décidé ce budget de 2021 de l'agglomération? Merci pour votre attention. Bon. Par rapport à votre dernière intervention, je précise tout de suite, ce n'est pas le président qui monte le budget et puis qui dit ceci oui, cela non. Vous avez parlé de commission. Effectivement, Claude Danner, et il le fait très bien, je le redis devant tout le monde depuis des années, est effectivement le technicien du budget. Le technicien. Mais ne nous faites pas l'affront, M. Stréby, ce soir, de dire que un budget, ça se fait par rapport à ce qui vient avant et par rapport à ce qui va pouvoir venir après. Donc là aussi, deux réponses. Je vous ai parlé tout à l'heure de plan pluriannuel d'investissement. C'est absolument indispensable pour avoir une visibilité sur le mandat. Et si possible même au-delà, mais au moins sur le mandat. Une deuxième chose, vous avez parlé des commissions. Je parle de ce qui me regarde. Vous avez vu qu'il y a effectivement une petite ligne concernant l'accessibilité au bâtiment. On a une réunion, effectivement, au niveau de la commission d'accessibilité, où nous avons vu qu'il y a un certain nombre de choses à faire. J'ose espérer, et je sais très bien que c'est exactement la même chose dans d'autres commissions. Et les commissions remontent. Alors, les commissions ne peuvent pas décider, on est bien d'accord. Mais les commissions remontent des propositions. Ces propositions sont travaillées, analysées, reviennent éventuellement vers les commissions pour savoir de quoi il est question. Et ensuite, effectivement, on en tire ce qu'on peut en tirer pour l'année et on inscrit des chiffres. Je vais même plus loin. Ceci, c'est un ensemble de je ne sais combien
de centaines, voire de milliers de chiffres, mais encore une fois, vous avez des opérations là-dedans. À chaque séance, on parle de tel ou tel projet. Et c'est là qu'on dit oui ou c'est là qu'on dit non. Ça, c'est simplement la feuille de route pour l'année. Et cette feuille de route, elle s'inscrit, enfin, moi je souhaiterais qu'elle s'inscrive dans un plan pluriannuel, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire un budget en ne tenant pas compte de ce qui s'est passé l'année précédente, et en oubliant totalement ce qui risque de se passer l'année suivante. Donc, le budget en tant que tel, c'est le nerf de la guerre pour l'année, je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui, même si la majorité du Conseil disait ceci on le retire, ceci on le change. Il y a des engagements, on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on les respecte ces engagements. Si vous regardez les sommes qui sont là-dedans, vous avez pratiquement, alors vous avez dit 97%, vous êtes d'accord? Oui, ça doit être à peu près pas loin, à 97%, c'est des sommes qui sont contraintes. Et ensuite, il reste une petite marge, et cette marge, alors cette marge, c'est pas la marge de la démocratie, c'est absolument pas ça. Ce que je dis là, c'est que c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois, et souvent de plusieurs années, parce que, encore une fois, on peut se demander, ben, tiens, pourquoi cette année on n'a pas inscrit ça? Eh bien, parce que c'est pas prêt, ou au contraire, tiens, c'était prévu pour 2022, mais on peut peut-être l'avancer à 2021 et faire ça d'abord, ça nous donnera des crédits pour faire justement ce qui était prévu en 2021. C'est comme ça que ça se construit un budget. Mais encore une fois, pour moi, le budget, c'est véritablement un document technique extrêmement important qui fixe le cap pour l'année, tant au niveau de la fiscalité qu'au niveau des investissements en particulier. Mais encore une fois, ce n'est pas un document qui tombe du ciel parce que M. Danner a décidé en se levant de dire « Oh ben tiens, non, la page 33, elle ne me plaît plus, je vais faire complètement autre chose. » C'est pas comme ça que ça marche. Et juste pour terminer à ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu long, mais je crois qu'il est bon qu'on ait cet échange. On entend beaucoup dire, tant dans les communes qu'au niveau de l'agglomération, que probablement dans d'autres EPCI, ce sont les fonctionnaires qui décident de tout, de toute façon. Le président ou le conseil communautaire, ce sont que des marionnettes qui sont appelées à dire oui, presque toujours, non, très rarement. J'ai pas cette impression, M. Striby, sincèrement. Je m'occupe maintenant de l'agglomération depuis 13 mois, je m'occupe de la commune de Huningue en tant que maire depuis 13 ans. Je peux vous dire qu'à partir du moment où les élus, majoritaires évidemment, décident que ça doit passer par là, dans les communes surtout, ça passera par là, parce que là, les élus majoritaires et minoritaires, excusez-moi, ça n'existe pas. Nous sommes un ensemble de 40 communes, avec des représentants de chaque commune, et je ne me permettrai pas de dire, lui il est majoritaire, lui il est minoritaire, ce serait complètement ridicule. C'est donc un autre mode de fonctionnement, et j'invite toutes celles et tous ceux qui sont là ce soir, qui n'ont pas pu être là, ou qui ne peuvent pas être là parce qu'ils ne sont pas membres du conseil communautaire, mais ils sont membres des commissions, à faire vivre la démocratie et leur point de vue au sein de ces commissions. Et si ce travail se fait bien, et je sais, je travaille suffisamment et je discute suffisamment avec mes collègues, qui se fait bien ce travail, eh bien ça, c'est juste la synthèse de tout le reste, et donc, excusez-moi, c'est la synthèse de la démocratie telle qu'elle doit être. C'est votre point de vue, c'est le mien, je vous l'ai donné. C'est la synthèse d'arbitrage qui ont été faits. Chaque commission émet des souhaits, oui, émet des vœux sur des investissements à faire, et à la fin, ça rentre que dans un budget avec une possibilité limitée en termes de capacité, on l'a évoqué après. Donc il y a un arbitrage qui, à la fin, est un arbitrage politique, dans le sens noble du terme, qui est un arbitrage politique. Et moi, la question que je pose est juste, je ne vais pas m'éterniser effectivement sur le sujet, c'est de savoir où sommes-nous dans cet arbitrage. J'ai bien compris que pour vous, le budget, c'est qu'un aboutissement de toute une série de décisions, mais c'est aussi un budget, c'est aussi pas simplement sur ce qui s'est fait dans le passé, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire demain. Hein. Oui, je voilà. l'ai dit. Et donc, je l'ai dit. ce qu'on va faire demain dans un domaine ou dans un autre, sur quelles dépenses on va accentuer, ça s'appelle la politique dans le sens noble du terme. Et dans ce domaine-là, je suis désolé, même si je suis le seul à penser ça, avec les quelques échos que j'ai eus, je ne crois pas être tout à fait seul dans cette assemblée. Je crois qu'un peu de démocratie supplémentaire dans les arbitrages, dans la possibilité de faire les choses, et je suis d'accord avec vous, nos très bons fonctionnaires sauront mettre tout ça en musique par la suite. Vous avez raison,
on dit souvent que les fonctionnaires... J'ai raison sans avoir raison. Hein, non, mais que oui, enfin, vous prenez comme vous voulez. On dit souvent dans certaines assemblées que c'est les fonctionnaires qui décident. Moi, je ne sais pas si les fonctionnaires décident, mais une chose dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas nous qui décidons. Ça, c'est la moralité que j'en ressors. Et puis, écoute, merci pour vos explications à ce sujet. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais au moins il y aura eu cet échange. Bah, ça, c'est pas franchement nouveau, monsieur Stréville. Hein. Ça, c'est pas franchement nouveau. En tout cas, c'est pas cette interprétation que j'ai. Et juste pour terminer, sans être aussi long que vous, moi, je dirais simplement, un budget, c'est effectivement quelque chose qui se vote tous les 12 mois. Mais encore une fois, quand vous dites, bah oui, les commissions, mais ça n'a pas été retenu. Mais ça n'a pas été retenu cette année, pourquoi ça ne sera pas retenu l'année suivante? Après, il faut bien faire des choix, c'est vrai. Et si on met 36 mois à faire des choix qu'il faut approuver tous les 12 mois, on ne va pas y arriver non plus. Je ferme la parenthèse et je vous propose, oui, Gaston, vas-y. Oui. Donc simplement peut-être aussi encore une précision par rapport au budget. Donc il y a bien sûr, en mon exemple, j'ai bien sûr regardé ce qu'il y avait au niveau du débat d'orientation budgétaire qui est prévu pour les déchets, donc le sujet qui m'intéresse en tant que vice-président de l'AGLO. Mais entre-temps, je me suis aussi adressé à l'AGLO pour savoir, en tant que maire, puisqu'il y a des projets à ESAM, du développement économique. Donc on m'a dit, là, il y a les études qui sont comprises. Donc j'ai eu 2-3 points, j'ai eu les réponses. Donc l'intérêt de la commune, je l'ai adressé directement. Je voulais être sûr que ces points sont bien retenus dans le budget. Donc c'est aussi une possibilité. Donc il y a le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, il y a quand même 2 semaines où on peut poser des questions, on peut s'intéresser. Et j'ai eu toutes les réponses qui m'intéressaient. Donc ça aussi, je pense, c'est un élément important. Il n'y a pas que les commissions, il y a le travail direct de chaque maire, il y a ses projets pour sa commune ou qui intéressent sa commune, et puis on peut s'adresser aussi directement. Et voilà, j'ai eu la certitude que tous ces projets sont pris dans le débat d'orientation budgétaire. Ils étaient, je les ai retrouvés maintenant. Donc voilà, simplement un complément d'information que là aussi, il y a une possibilité d'avoir des suppléments, des compléments d'information. Donc, entre le débat et aujourd'hui, il y a quand même eu possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses. Merci. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de terminer parce qu'on n'en est qu'au budget principal, mais c'est de loin évidemment le plus influent, par les recettes d'investissement. Donc, vous avez ça en page 30. Alors, au niveau des subventions, donc, nous avons 1 196 780. Au niveau de l'État, la dotation de soutien à l'investissement, 488 680. Moi, je veux bien, monsieur Stréville, si vous pouvez faire en sorte que ces 488 000 deviennent 700 000. Hein. Je voudrais bien. La subvention études secteur métropolitain, on en a parlé auparavant, 215 000. Là aussi, vous savez, il y a des choses qui sont très contraintes. Ensuite, sur la deuxième page, vous avez le produit du FCTVA et de la TLE. Ben, c'est pareil, on met 1 500 000. Ce sera peut-être un petit peu plus, je l'espère. J'espère surtout pas que ce sera moins. Les produits d'emprunt, alors encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire, un emprunt, pour moi, doit se justifier à partir du moment où, évidemment, l'investissement est important, partagé par le plus grand nombre et, si possible, même par tous. Mais encore une fois, c'est pas parce que nous inscrivons 5 millions d'emprunts au niveau du budget, puisqu'il faut l'équilibrer, je le rappelle au passage, nous n'avons pas la chance de l'État qui peut dépenser et puis qui regarde après comment on les ébrouille. Nous, il faut qu'effectivement qu'on marque une somme, mais ces 5 millions sont peut-être, je l'espère, moins à la fin de l'année 2021. Les produits des cessions d'immobilisation, 500 000, l'autofinancement, un petit peu moins de 4 millions, les opérations patrimoniales, et on arrive effectivement à une recette totale de... Nous en avons presque terminé avec la page 32. Nous arrivons donc, voyons ces 12 377 000, auxquels il faut rajouter l'affectation du résultat de fonctionnement, 2 479 000, le total des recettes reportées, il y a des dépenses reportées, des recettes reportées aussi, et vous arrivez encore une fois au budget total donc, de 22 557 000. J'en ai terminé en ce qui me concerne pour le budget principal. Avez-vous des questions ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Quelqu'un est-il contre l'approbation de ce budget? Quelqu'un s'abstient-il?
Et donc, si je regarde bien l'Assemblée à l'unanimité, je vous remercie de cette confiance. Je vous le dis depuis le départ, je continuerai à le dire, je n'abuserai pas de votre confiance. Tout doit se discuter, soit en conseil communautaire, soit en bureau, soit en conférence des maires, soit dans les commissions. Je sais, nous sommes une grosse machine et on peut avoir cette pénible impression que de temps en temps, mince alors, il y a des tas de choses qui m'échappent. Oui, il y a des choses qui nous échappent, parfois il y a même des choses qui m'échappent à moi. Dieu merci, on me le rappelle. Et encore une fois, quand il y a des choses qui sont importantes, et il y en a beaucoup, ce n'est pas moi tout seul qui décide au fond de mon bureau. Il y a des membres du bureau, et encore une fois, il y a un conseil communautaire qui s'est réuni régulièrement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. On peut en parler courtoisement. Moi, j'écoute respectueusement tout le monde. Je suis à la disposition de tout le monde. Mais j'aime bien, quand on est constructif, que chacun puisse effectivement s'exprimer dans la construction. Et encore une fois, je l'ai dit, on va le redire par rapport au budget annexe, il y a des choses où même si ça va bien maintenant, même si on peut faire un certain nombre de travaux, eh bien, il y a des choses, effectivement, ça a été dit lors de la conférence des maires la semaine dernière, quand il y a trop de choses à faire dans beaucoup de communes en même temps, il faut bien faire un choix parce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau du suivi des travaux, on ne peut pas être partout en même temps. Merci encore une fois de votre confiance et je vous propose de passer alors plus rapidement cette fois-ci, aux différents budgets annexes. On va commencer avec l'assainissement donc en délégation de services publics. Donc la vue d'ensemble, 4 414 000 en exploitation, 4 064 000 en investissement, 8 479 000 en budget total. Au niveau des recettes d'exploitation, il y a le résultat reporté pour 3,37%, il y a les produits de service pour un petit peu plus de 76%, c'est évidemment les sommes les plus importantes. La redevance d'assainissement, les 2 501 000. Il y a la contribution des eaux pluviales donc pour 250 000. Ce sont vraiment les sommes qui sont vraiment les plus importantes sur les 3 361 000. Prime d'épuration, tout ça, je vous en fais grâce. Ce sont des sommes qui sont beaucoup plus anecdotiques. Ça, ce sont les recettes. Au niveau des dépenses, vous avez les charges générales qui représentent 13%. Les autres charges de gestion, 27,18%. Dont la collecte et le rejet des eaux pluviales qui représentent 1 200 000 €. Les charges financières, un petit peu plus que 7,5%. Et le virement à la section d'investissement, ainsi que la dotation aux amortissements. Il est intéressant là de voir que ça représente quand même plus de la moitié des dépenses d'exploitation, ce qui permet évidemment d'avoir de bonnes recettes d'investissement. Au niveau des recettes d'investissement, on retrouve évidemment l'autofinancement, on retrouve la subvention de l'agence de l'eau, du remboursement de TVA, ce qui fait un total de recettes nouvelles de 3 97 900 si on y ajoute les opérations patrimoniales de 406 000. Nous avons aussi l'excédent d'investissement pour 966 000 et nous arrivons donc à un total des recettes de 4 064 000. Et alors en ce qui concerne les dépenses, nous avons des immobilisations pour 1 372 000, fois acquisition de terrain 100 000, travaux de branchement neuf 400 000, travaux sur les réseaux 842 000, le remboursement du capital d'emprunt pour 898 000, des opérations d'ordre pour 836 000, les dépenses reportées, et nous arrivons de nouveau au total de 4 064 000. Voilà ce que j'ai à dire. Là, j'ai essayé de faire très vite, pour rattraper un petit peu le temps, pour ce budget donc en assainissement DSP. Avez-vous des questions? Ce n'est pas le cas. Pouvons-nous l'approuver? Quelqu'un qui le contre? Abstention? Ce n'est pas le cas, je vous en remercie. Passons maintenant à l'assainissement en régie. Alors, au niveau de l'exploitation, nous en sommes à 5 957 000. Au niveau de l'investissement, 4 207 000, ce qui fait un budget total de 10 164 000. Les recettes d'exploitation, nous avons le résultat reporté avec un petit peu moins de 16%. Les produits de service, 72%.
dont évidemment la redevance d'assainissement qui représente à elle seule 3 802 000. Vous avez des taxes de raccordement pour 200 000, des remboursements sur travaux de branchement de 200 000 et une contribution aux eaux pluviales de 100 000. Au niveau de la prime d'épuration, c'est 30 000. Le reste sont des sommes anecdotiques. On rajoute les opérations d'ordre pour 671 000 et vous avez le total de 5 957 000. En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, évidemment, les charges générales représentent 1 727 000 avec le remboursement des frais de personnel, hein, on en a parlé quand on a vu le budget principal au niveau des charges de personnel, ça représente quand même 500 000. Ensuite, vous avez les charges financières pour 9%, les charges exceptionnelles pour 12%, et là aussi, un autofinancement qui est pratiquement équivalent de l'ordre de 50% aussi, pour alimenter les recettes d'investissement que vous avez sur la page suivante. Ça va, tout le monde suit? Nous sommes page 43. Donc, se rajoute à cet autofinancement 3 000 € de remboursement de TVA, des subventions pour un petit peu moins de 95 000 €, des opérations patrimoniales pour 58 200, ce qui fait un total de recettes nouvelles de 3 277 000, auquel on rajoute donc l'excédent d'investissement de 922 584, la reprise des résultats des communes, c'est un reste, hein, et donc nous arrivons à nouveau à 4 207 000. Ensuite, nous avons la partie dépenses d'investissement avec 1 759 000 d'immobilisation, dont 50 000 pour les études et 400 000 pour des travaux de branchement et de renouvellement de divers équipements. Et le gros du morceau, c'est évidemment 1 309 000, un petit peu plus même, de travaux sur les réseaux. Vous rajoutez le remboursement du capital d'emprunt pour 912 800, des opérations d'ordre pour 729 200, la reprise des résultats des communes pour 93 027, et vous arrivez effectivement à 3 494 000, auquel il faut aussi rajouter les dépenses reportées de 712 000 pour arriver au total définitif. Toujours pas de questions? On peut approuver ce budget aussi? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, après l'assainissement, on va passer à l'eau. Donc, tout d'abord, l'eau, mais cette fois-ci en ESP. Donc, en exploitation, 1 386 000. En investissement, 2 617 000. Ce qui fait un budget total de 4 3 000. 4 000, allez. Au niveau des recettes d'exploitation, 11% viennent du résultat reporté. 79% du produit des services et 9% des opérations d'ordre, donc pour un total de 1 386 000. Ces 1 386 000, vous les trouvez évidemment aussi en dépenses d'exploitation, avec des charges générales à 13,42%, donc là aussi avec la refacturation des charges de personnel. Vous avez des charges de gestion courante pour 50 000, des charges financières, ça c'est la part intérêt, des emprunts pour 49 300, et évidemment le reste c'est de l'autofinancement, ce qui représente quand même pratiquement 80% pardon, des dépenses. Que nous voyons apparaître en recettes d'investissement, vous y rajoutez les 150 000 de remboursement de TVA, vous ajoutez l'affectation du résultat d'exploitation de N-1 et on est de nouveau à 2 617 000. Qui, au niveau des dépenses, deviennent en immobilisation un petit peu plus que 991 000, dont 500 000 prévus pour du renouvellement de conduites d'eau et de radio-relève, et de 401 000 de travaux sur le réseau. Vous avez le remboursement de la part capitale, cette fois-ci, pour 133 000, des opérations d'ordre pour 326 000, et le déficit d'investissement de 95 933 et les dépenses reportées pour 1 070 000, ce qui nous donne à nouveau les 2 617 000. Voilà pour ce budget en DSP. Toujours pas de questions? Quelqu'un qui est contre? Abstention? Merci là aussi.
Même exercice, mais cette fois-ci pour la régie, donc faite en interne. Exploitation 6 393 000, investissement 4 866 000, budget total 11 260 000. C'est quand même pas des sommes anecdotiques, hein, même s'il s'agit évidemment d'un budget annexe. En ce qui concerne les recettes d'exploitation, vous avez le résultat reporté qui représente un peu moins de 30%, le produit des services est à un petit peu moins de 65%, et le reste, c'est des subventions d'exploitation, c'est très peu, des produits exceptionnels également, les opérations d'ordre pour 275 000. Alors, en ce qui concerne les produits de services, qui représentent évidemment l'essentiel, vous avez la vente d'eau pour 2 460 000, et vous avez d'autres produits pour 1 353 000. Alors, de quoi s'agit-il là? Il s'agit de la redevance pour pollution d'origine domestique, 700 000, de redevance pour modernisation des réseaux de collecte, 450 000, de location de compteurs pour 200 000 et de location diverses pour 3 000. Ensuite, en dépenses d'exploitation, vous avez à nouveau les charges générales pour 3 515 000. Alors, je ne vous fais pas le détail des différentes sommes, consommation, refacturation, entretien de réseau, redevances, etc. Vous avez des charges de gestion courante peu importantes, des charges financières, encore une fois, il s'agit des intérêts, 74 700, les charges exceptionnelles, 180 000, alors là, il s'agit de titres annulés, sur les exercices antérieurs pour 177 600, dont 77 600 annulations donc au titre du syndicat intercommunal de Schlirbach et du transfert de résultats de la commune de Leutzach. Et vous avez 176 000 au niveau du virement et de 1 041 000 au titre des dotations. Les recettes d'investissement, elles, proviennent d'un petit peu de produits de FCTVA, bien sûr de l'autofinancement, de l'excédent d'investissement de N-1 pour 2 098 000, des transferts de résultats de communes pour 24 745, ce qui fait un total de 4 866 000. Ces 4 866 000 se répartissent en dépenses d'investissement pour 3 251 000 en immobilisation, des études pour 50 000, des acquisitions de terrain pour 100 000, de acquisition logicielle, matériel informatique et autres pour 60 000, et les gros morceaux, c'est évidemment des travaux de branchement, 940 000, et des travaux sur le réseau pour 2 101 000. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Ben, vous avez 75 000 € pour un réservoir à Liebetswiller, 50 000 € de création d'interconnexion de secours pour l'UDI Folgensburg-Wenzwiller, 25 000 de prolongement de puits à Wenzwiller, 20 000 d'extension réseau rue des Cerisiers à Gentalo, etc. Et le gros morceau, 1 576 695 de travaux prévisionnels qui ne sont pas arrêtés à ce jour. Parce que, évidemment, il faut discuter avec les communes de ce qui va pouvoir être fait au titre de cette année et voir ce qui doit attendre l'année prochaine. Vous avez donc aussi les reprises de résultats de communes et les dépenses reportées pour 943 000 pour arriver à 4 866 000 de dépenses d'investissement totales. Avez-vous des questions? Pas de questions? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Merci beaucoup. Alors, on continue avec le budget annexe ordures ménagères. La situation d'ensemble, 1 490 000 pour l'exploitation, 382 000 pour l'investissement, 1 872 000 de budget total. En recettes d'exploitation, le résultat reporté, vous commencez par avoir l'habitude, les produits de service avec évidemment la prestation de service, donc la redevance. Je rappelle qu'il s'agit là d'un budget qui concerne l'ex-communauté de communes de la Porte du Sungo. Les subventions d'exploitation pour 160 000, des opérations d'ordre pour 20 500, ce qui fait un ensemble de 1 490 000. En dépenses, les charges générales représentent 82% de l'ensemble, avec évidemment le contrat de prestation pour plus d'1 26 000.
Et les autres charges de gestion pour 55 000. Le virement à la section d'investissement et les dotations aux amortissements, là, représentent 12% de l'ensemble. En recettes d'investissement, vous avez les opérations d'ordre dont je viens de parler. Vous avez l'excédent d'investissement de 190 382 et on arrive à un total de 382 249 €. Et en dépenses d'investissement, ben vous avez sur les 3 postes principaux des acquisitions de logiciels, des mises aux normes, des déchetteries, points d'apport volontaires pour 98 282 et la pose de conteneurs de tri et autres pour 70 000. Il y a un remboursement de capital d'emprunt pour 6 600, des opérations d'ordre pour 26 500 et vous arrivez donc à 382 000 en rajoutant les dépenses reportées et de déficit d'investissement, il n'y en a pas. Voilà pour ce budget annexe ordures ménagères. Toujours pas de questions? Pas de vote contraire, pas d'abstention? On peut donc passer au budget annexe de la zone d'activité de Attelschwiller. Alors attention, ce budget, vous commencez par en avoir l'habitude, en fait, n'est pas équilibré, hein, puisque c'est un budget qui est donc non équilibré, tout à fait normal vu sa destination, puisque, je le rappelle, il s'agit là d'aménager des terrains pour les vendre. L'essentiel des opérations, d'ailleurs, a déjà eu lieu. Néanmoins, nous avons prévu 309 000 en fonctionnement, 468 000 en recettes d'investissement, ce qui fait un 778 000 au total des recettes, pour 528 410 pour le total des dépenses. Je ne vous lis pas le reste. Les recettes de fonctionnement proviennent du produit de service, c'est-à-dire de la vente de terrains aménagés pour 164 000 et des opérations d'ordre pour 145 000. En dépenses, vous avez des charges générales, mais qui sont quasi insignifiantes, des opérations d'ordre pour 266 000, des résultats reportés pour 116 000 et vous arrivez aux 382 000 annoncés. En recettes d'investissement, vous avez les 266 000 de terrains aménagés donc, qui proviennent de la section de fonctionnement, l'excédent d'investissement pour 202 465 et en dépenses d'investissement, vous avez 145 476 cette fois-ci aussi de terrains aménagés et qui représente la valeur prévisionnelle du stock de terrain donc en fin d'année. C'est la seule écriture au niveau des dépenses d'investissement. Voilà pour la ZAE d'Attelschwiller. Toujours pas de questions? Quelqu'un contre? Abstention? Merci. On arrive bientôt au bout de l'exercice, mais pas tout à fait encore. Avec le budget annexe du Technoparc, donc vu d'ensemble, pareil, hein, c'est exactement la même organisation que pour Attelschwiller, puisque nous avons effectivement des sommes différentes en dépenses et en recettes, donc je prends les sommes d'ensemble, 4 457 000 en dépenses, 4 603 000 en recettes. Alors, les recettes de fonctionnement représentent 3 372 000 et comportent le résultat reporté pour 56% et les opérations d'ordre pour 41%. Le reste, c'est tout à fait anecdotique. Ensuite, vous avez au niveau des dépenses de fonctionnement les charges générales pour un peu moins de 33%, dont des travaux d'aménagement pour 533 900, les opérations d'ordre pour 1 230 000 et vous arrivez à 1 831 000 de dépenses de fonctionnement. En recettes d'investissement, vous n'avez pas de produit d'emprunt, comme d'ailleurs dans tous les autres produits, dans tous les autres budgets annexes, ça je l'avais dit au débat d'orientation budgétaire. Vous avez un ensemble d'opérations d'ordre pour 1 230 000 et que l'on retrouve donc au niveau des dépenses d'investissement sur les comptes d'opérations d'ordre pour 1 396 000 et le déficit d'investissement pour 1 230 164. Voilà pour ce budget très technique du Technoparc. Toujours pas de questions, pas de vote contraire, pas d'abstention. Merci beaucoup. Et nous arrivons tout doucement au bout de notre marathon avec la pépinière d'entreprise. Cette fois-ci, nous revenons à un budget équilibré.
Donc en exploitation pour 290 204, en investissement pour 217 145, ce qui fait un budget total de 507 000. Les recettes d'exploitation concernent le résultat reporté pour un peu moins de 14%, les loyers et autres recettes de gestion pour un peu moins de 27%, la subvention d'équilibre du budget principal pour 46%, un peu moins, et des opérations d'ordre pour 13,8%. Au niveau des dépenses, vous avez les charges générales qui représentent presque 62% de l'ensemble, avec le remboursement des charges de personnel que vous retrouvez au budget principal, et des autres charges d'exploitation pour 90 806. Ceux qui veulent le détail, je peux leur donner, il y en a toute une série. Les charges exceptionnelles 1500, les charges financières 9600, et vous arrivez effectivement à 34% d'autofinancement entre le virement et les dotations. Au niveau des recettes d'investissement, on reprend évidemment l'autofinancement, il n'y a pas de subvention, des cautions à recevoir pour 1 000 €, total des recettes nouvelles 100 297, l'affectation du résultat de fonctionnement de N-1 à 25 013, et les recettes reportées de N-1 pour un total de 217 145, avec cette fois-ci les dépenses d'investissement pour terminer. Des travaux d'immobilisation pour 30 097, alors il y a des études pour 10 000 et des travaux d'aménagement divers pour 20 000, caution et remboursement du capital d'emprunt pour 30 000, des opérations d'ordre pour 40 000, le déficit pour 43 110, et les dépenses reportées pour 73 736, et vous arrivez là aussi à 217 145. Cette fois-ci, je suis vraiment arrivé au bout. Quelqu'un est-il contre ce dernier budget annexe? Abstention? Merci beaucoup. Eh bien, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein, comme disait l'autre. Parce que je me mets à votre place, c'est pas forcément amusant d'écouter tout ça, mais bon, on n'a pas véritablement le choix. Et autant il est intéressant, je crois, de parler de budget principal, autant le budget annexe, c'est déjà un petit peu plus compliqué, en tout cas pour certains d'entre eux. Je vous propose, si vous êtes d'aplomb, d'attaquer le reste de nos travaux, il y en a quand même encore un petit paquet, avec le point 3, la fiscalité locale, je vais faire court. Vous avez les taux des différentes taxes. Évidemment, on vous propose de ne pas les changer. Je pense que vous en êtes d'accord. Personne n'est contre, personne s'abstient. Merci. En ce qui concerne le point numéro 4, nous avons les subventions au titre de l'année 2021. Ces subventions, vous les avez reçues sur un tableau. Elles sont pratiquement équivalentes d'une année à l'autre. Il y a très peu de variations. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, c'est pareil, hein, quand vous recevez une information, si vous voulez le faire au niveau du conseil communautaire, vous pouvez le faire bien évidemment. Hein, mais s'il y a quelque chose qui vous voulez savoir, n'hésitez pas à consulter les services s'il y a quelque chose qui vous étonne, vous interroge, vous dérange. Si ce n'est pas le cas, je considère que cette liste de subventions est approuvée. Avec des abstentions forcément par rapport aux personnes qui sont des bénéficiaires dans leurs autres fonctions, c'est tout à fait normal, on fera le décompte. Merci beaucoup. Nous avons aussi un fonds de concours exceptionnel pour la commune de Egenheim. Donc, la commune de Egenheim a introduit une demande de fonds de concours au titre de l'enveloppe exceptionnelle portant sur des travaux de sécurité liés à la création d'un parking destiné à desservir le futur parc des Carrières. Il s'agit d'aménager une placette située rue de Bâle à Egenheim en parking destiné aux usagers du parc des Carrières, et dans le cadre de ce projet doivent être prévus au préalable des aménagements de sécurité qui sont estimés à un montant de 28 430 € hors taxe. Ce projet de parc des Carrières étant porté par l'intercommunalité, le bureau qui en a parlé au mois de février propose au conseil de communauté de donner une suite favorable pour le montant de 50%, comme il se doit, soit 14 215 €. Avez-vous des questions?
Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Quelqu'un s'abstient-il? Quelqu'un est-il contre? Merci pour la commune de Egenheim. Point numéro 5. Alors justement, on en a parlé M. Streby a abordé la question lors de l'examen du budget principal. Hein. Donc il s'agit d'une mise en amortissement sur 15 ans d'un prêt relais de 11 millions d'euros qui a été souscrit auprès de la Caisse d'épargne du Grand Est Europe. Nous avions jusqu'au 30 juin, effectivement, pour faire passer ceci au Conseil. Donc cette durée d'amortissement, cette durée de remboursement, hein, si vous préférez, est prévue sur 15 ans. Le taux fixe est de 0,65%. La périodicité est semestrielle. Et donc, il y a des frais de dossier de 0,10%, soit 11 000 €. Et donc, la validité est jusqu'au 9 avril 2024, donc on est dans les clous, si vous en êtes d'accord. Je répète, évidemment, que ça, c'est pas un nouvel emprunt, il est compris dans les 32 millions qui sont effectivement dans l'enveloppe maintenant, depuis ce qui vous a été présenté au DOB, et c'est un emprunt qui a été effectivement initié en 2016, hein, par rapport à la construction du tram. Quelqu'un des questions ? Donc, pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci beaucoup. Ensuite, transfert des compétences eau et assainissement, transfert des résultats budgétaires 2019, donc pour la commune de Elfranskirch. Je vais faire très court, puisque je crois que ça fait que la 3e fois que l'on vous présente ça, parce qu'il y a des petits couacs par-ci, par-là. Alors, cette fois-ci, il faut espérer que la délib soit bonne. Donc, les résultats, donc, vous aviez un résultat de 14 797,82 sur la section de fonctionnement et 31 551 sur la section d'investissement. Ces résultats sont à minorer du montant des impayés constatés au 15 août 2020 qui s'élevait à 8 505,06 €, ce qui fait effectivement que vous avez un transfert total de 37 644,14 € à mettre à raison de 6 292,76 € en exploitation et 31 351,39 € en investissement. Encore une fois, jamais 203, mais cette fois-ci, les chiffres semblent vraiment être les bons. Si vous êtes d'accord, on y va, et j'en profite pour remercier la commune d'Elfranskirch pour ce transfert. Quelqu'un contre? Abstention? Merci beaucoup. Point numéro 7. Alors, cette fois-ci, nous changeons complètement de sujet, puisqu'il est question d'intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence action sociale en matière de santé. Alors, avant de passer la parole à Isabelle Trendel, pour le point numéro 8, je vous présente très rapidement le point numéro 7. Donc, l'exercice de certaines compétences par les EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance à la définition de leur intérêt communautaire. C'est le cas notamment de la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Pour les communautés d'agglomération, je dis l'ensemble parce que c'est très important, le Conseil délibère seul à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour déterminer cet intérêt communautaire. Le Conseil de communauté a ainsi, par délibération du 29 novembre 2017 et du 19 décembre 2018, défini au sein de la compétence action sociale comme étant d'intérêt communautaire dans le domaine de la santé, les actions relevant du fonctionnement et de l'extension de la maison de santé à Folgensbourg, ainsi que la participation à la Société d'économie mixte d'investissement pour la clinique des Trois Frontières, plus connue sous le nom de SEMDIC. Il est aujourd'hui proposé de compléter cette définition de l'intérêt communautaire dans le domaine de la santé sous la compétence action sociale avec le rajout de l'élaboration, la mise en œuvre et l'animation d'un contrat local de santé dont Isabelle va vous parler dans quelques instants. En effet, comme il est marqué sur le document, face aux difficultés et inégalités croissantes rencontrées sur son territoire en matière d'accès aux soins, SLA entend mettre en œuvre des actions concrètes en faveur du maintien et du développement de l'offre de soins de proximité, et pour ce faire, elle souhaite se doter d'un contrat local de santé, ce qui nécessite au préalable de se doter de cette compétence, et c'est pour ça que je vous en parle. Avez-vous des questions? Ce n'est pas le cas.
Donc, comme il s'agit d'une nouvelle compétence, on ne va pas voter contre ou s'abstenir. Je vous propose de voter pour si vous en êtes d'accord. Alors, qui est-ce qui est pour voter pour la prise de compétence, comme je viens de l'exprimer, pour la mise en œuvre et l'animation d'un contrat local de santé? Rien de moins, rien de plus. Et si on vote pour cela, évidemment, je vous y invite. Quelqu'un est-il contre? Y a-t-il des abstentions? Ce n'est pas le cas, c'est à l'unanimité, je vous en remercie. Eh bien, je laisse maintenant Isabelle au point numéro 8 pour vous préciser de quoi il s'agit plus précisément. Merci. Isabelle, c'est à toi. Merci Jean-Marc. Donc, on va vous proposer ce soir de valider la démarche qui permettra de contractualiser le contrat local de santé entre l'ARS et Saint-Louis Agglomération, comme ça vous a été dit. La durée de ce contrat sera donc l'embauche d'un coordinateur. C'est une personne qui se trouve déjà aujourd'hui dans l'agglomération. Ce qui est intéressant, c'est que ce coordinateur sera cofinancé par l'ARS à hauteur de 12 000 € par an. Et nous serons également accompagnés par un bureau d'études, c'est obligatoire, l'ARS nous le demande. Le point positif, c'est que l'ARS prendra entièrement en charge les frais liés à ce bureau d'études. Le contrat local de santé doit être adapté aux besoins de santé de notre population. Et nous allons donc nous appuyer sur le diagnostic partagé qui a été fait lors du mandat précédent par Saint-Louis Agglomération, et on pourra également y associer des partenaires institutionnels comme par exemple la région, la CEA, la CAF, la MSA, mais également des professionnels de santé du territoire, des associations et bien sûr la commission santé. La démarche, par contre, est vraiment bien cadrée par l'ARS. À savoir, donc, en numéro 1, il faut d'abord initier le contrat local de santé, c'est ce qu'on va vous demander ce soir. Ensuite, réaliser un diagnostic local de santé. Heureusement, c'est déjà fait, ça va nous faire gagner du temps. Par contre, il faudra définir les axes prioritaires qui seront valables pour la totalité de la durée de ce contrat local de santé. Et ça, ce sera très important parce qu'on ne pourra pas en rajouter d'autres pendant cette durée. Ensuite, on va établir un plan d'action, mobiliser les moyens et assurer le pilotage. Il est évident que les axes prioritaires seront vraiment l'accès à la santé et aux soins. On en mettra d'autres, mais ça, c'est vraiment un axe qui est logique, parce qu'avec le départ des nombreux médecins généralistes, cet accès à la santé est vraiment mis à mal sur notre territoire, alors que c'est la base même de notre système de santé. On ne fera pas de miracle, mais on va essayer de tout faire et de tout donner pour essayer d'améliorer la situation. En termes de calendrier, nous espérons pouvoir formaliser le contrat pour la fin d'année et revenir vers vous début 2020 pour effectivement le valider et le voter. 2022, pardon. 2022. Oui, 2022. Mais cela ne nous empêchera pas, en accord avec l'ARS, d'entreprendre des actions même avant la signature de ce contrat, donc qui aura lieu début, normalement, 2022. Voilà. Alors j'ai essayé de résumer, de faire court. Si vous avez des questions. Soit c'était clair, merci d'avoir résumé, effectivement, Isabelle, mais il me semble absolument important de travailler effectivement sur un contrat local de santé. Après, comme l'a déjà dit Isabelle, il ne s'agit pas non plus d'en faire un fourre-tout. Hein, et je pense qu'il faudra que nous soyons tous, les uns les autres, très attentifs à ce que nous allons y mettre, mais néanmoins très vigilants aussi, parce que ce contrat local de santé, une fois qu'on l'aura arrêté, on ne pourra plus le modifier pendant une certaine période. Donc il faudra effectivement pas faire à minima, mais pas non plus vouloir faire je ne sais combien d'actions, parce que sinon on risque effectivement de s'éparpiller, et quand on s'éparpille trop, on n'est généralement pas très productif. Mais tout ce travail nous attend. Je remercie évidemment d'ores et déjà Isabelle ainsi que l'ensemble de la commission qui travaille avec Anne Offert sur le sujet, et Sophie Toraval.
C'est quelque chose, vous le voyez bien, chers collègues, hein, qui devient de plus en plus quotidien, quelle que soit la commune où on habite. On est concerné ou on va être concerné par des médecins qui partent souvent à la retraite, et tant mieux pour eux s'ils peuvent partir à la retraite, mais qui malheureusement sont assez rarement remplacés par de nouveaux médecins, en tout cas au même lieu et au même endroit. Donc si j'ai bien compris, vous êtes d'accord pour que nous y allions ainsi? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. Donc avec cette belle unanimité, Isabelle, il y a du pain sur la planche et évidemment, on attend vos retours dans les prochains mois. Merci beaucoup à tous. Point numéro 9, là aussi on change complètement d'horizon avec l'expérimentation d'une reconnaissance mutuelle des abonnements avec la communauté tarifaire de TNW. Donc il y a la passation d'une convention. Je passe la parole à notre collègue Pascal Schmidiger. Alors, mais ça fonctionne. Voilà, alors je vous rappelle que nous avions approuvé le principe de cette expérimentation de reconnaissance mutuelle des abonnements au mois de décembre dernier entre la communauté tarifaire de la Suisse du Nord-Ouest et le réseau Distribus. Donc cette expérimentation vise à favoriser le report modal, faciliter le trafic de loisirs dans l'agglomération trinationale et gagner surtout de nouveaux usagers en étendant le champ de reconnaissance des abonnements. Une période de 2 ans va courir à partir du 1er juin 2021 et n'aura aucun effet sur les tarifs des abonnements concernés. Donc sa mise en place nécessite la passation d'une convention de coopération entre Saint-Louis-Aglo, bien sûr, et la Tarifverbund Nordwestschweiz. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver cette signature, la convention, entre Saint-Louis-Aglo et la Suisse, et à autoriser le président, son représentant, à signer la convention. Une question, M. Struby? On est toujours dans le même principe qui avait été évoqué la dernière fois. Oui, on avait adopté effectivement ce principe. C'est pas réciproque, c'est pas une expérimentation voilà. Réalisée par une convention, et c'est ce que nous adoptons aujourd'hui. Donc ne bénéficieront pas de cette... non, c'est le week-end. La dernière fois, donc voilà. Moi je trouve que c'est discriminant par rapport au... Si je vais être le seul à voter contre ça, mais continuer à pratiquer un tarif exorbitant pour des gens qui vont travailler, je trouve ça aberrant. C'est exactement la... travail à utiliser les transports doux, et si ça c'est rempli, par la suite les week-ends, mais d'abord le travail. Enfin, c'est mon avis et moi je m'exprimerai contre cette... Autre intervention? Qui est-ce qui est contre? Personne. Pas d'abstention, les autres, c'est donc à l'unanimité, moins une voix contre. Merci beaucoup, merci Pascal d'avoir présenté ce point. Point numéro 10, alors autour des travaux d'entretien de voirie. Alors dans un souci de rationalité, la SLA souhaite lancer une procédure d'accord cadre multi-attributaire à bon de commande. Terme petit, il ne s'agit évidemment pas de gros travaux. Cet accord cadre sera conclu pour une durée sans montant minimum et sans montant maximum, et ce pour toute la durée, mais évidemment le montant de chaque bon de commande ne pourra excéder 50 000 €. Avoir recours à ce marché, donc pour les opérations entrant dans une procédure. Travailler un petit peu plus à l'économie par rapport à la lourdeur qui est... Des questions? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. C'est donc à l'unanimité.
Voilà, on va encore changer d'horizon, on va parler d'eau, et je passe la parole à notre collègue Thierry Litzler. Merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'une modification à un marché qui a été passé en 2019 auprès de la société SAD pour un montant estimatif à l'époque d'1 159 171 € et 27 centimes. Il y a eu, comme ça arrive souvent dans les chantiers, tout simplement quelques surprises par rapport aux travaux, et ce sont des travaux hautement importants et stratégiques pour nous, puisque comme vous le voyez dans le titre, il s'agit de raccorder les champs captants de Saint-Louis avec le château d'eau de Barthenheim, donc de faire un maillage entre nos réseaux d'eau, entre tout le secteur ludovicien et tout le secteur Sirens-Barthenheim qui est rattaché au château d'eau de Barthenheim. Donc c'est un élément très stratégique, et nous avions fait déjà une première modification qu'il s'agit aujourd'hui tout simplement de préciser et de compléter. Tout simplement de préciser, parce que les délais, du fait de la pandémie, les travaux n'ont pas pu être réalisés dans les temps estimés au départ, et donc il s'agit pour cette nouvelle modification déjà de tenir compte de ces nouveaux délais et de permettre à l'entreprise de terminer ses travaux. Et d'autre part, vous savez souvent quand on fait des travaux en souterrain, on a toujours des surprises et généralement elles ne sont pas bonnes, donc c'est souvent des travaux en plus, et là ça ne manque pas. Il y a donc des travaux supplémentaires pour un montant de 132 682,60 €. Je le répète, ce sont des travaux hautement stratégiques pour permettre un maillage à l'échelle de notre territoire de ces deux réseaux, côté Saint-Louis, côté Barthenheim, et en extension de Barthenheim, c'est tout le territoire de Sirens qui est irrigué. Et il s'agit donc d'autoriser le président à signer cette nouvelle modification du premier avenant, d'une part pour la durée et d'autre part en tenant compte donc des travaux supplémentaires qui sont à réaliser, comme je l'ai dit, pour un peu plus de 132 000 €. Merci Thierry. Y a-t-il des précisions à demander? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, point 12. Modification de l'accord cadre de maîtrise d'œuvre au niveau du quartier du Lys, donc la communauté d'agglomération des trois frontières, c'est pas une erreur, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, attribué donc à un groupement de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est la société Urbanact, un accord cadre de maîtrise d'œuvre au niveau du quartier du Lys. Suite à une réorientation de la programmation de cette zone d'activité, une modification substantielle du schéma directeur du quartier du Lys a été réalisée en 2019. Il est désormais nécessaire pour poursuivre la procédure de reprendre également en partie les études préliminaires en fonction de ce nouveau schéma directeur, et la modification de l'accord cadre a ainsi pour objet de compléter le bordereau des prix unitaires de l'accord cadre par le prix nouveau suivant, avec, comme vous le voyez, un forfait de 49 700 €. Ce prix nouveau ne modifie pas le montant global de l'accord cadre conclu sans minimum ni maximum. Avez-vous des questions? Ce n'est pas le cas. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. On va donc pouvoir continuer à travailler sur le quartier du Lys, ce qui est tant mieux. Alors là, on vous propose, donc pour le point suivant, l'acquisition d'une parcelle pour l'élargissement du parking du pôle de proximité de Sirens. Les usagers du pôle de proximité de Sirens, ainsi que les agents de service qui l'hébergent et alentours, rames, crèches, professionnels de santé, rencontrent aujourd'hui des problèmes de stationnement, le parking dédié au pôle étant régulièrement saturé du fait d'un nombre de places limité. Donc une réflexion a été menée. Dans ce cadre, la commune de Sirens, propriétaire d'une parcelle avoisinante, a accepté de céder celle-ci à Saint-Louis Agglomération en vue de réaliser un élargissement du parking et offrir une quinzaine de places supplémentaires aux 25 qui sont déjà existantes. Et la commune donc accepte de nous vendre cette parcelle de 1,49 ar au prix de 6 700 € estimé par les domaines. Donc ce prix est évidemment aussi, on est en accord évidemment pour payer ce prix, et c'est pour ça que nous vous proposons cette délibération. Avez-vous des questions? Je remercie d'ailleurs au passage la commune de Sirens pour effectivement avoir trouvé cette solution, parce que je crois que ça va non seulement intéresser ceux qui vont au pôle de proximité,
mais aussi d'autres utilisateurs. Personne n'est contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Oui, Pascal? Bien sûr, tu t'abstiens, on ne peut pas être jugé parti, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Voilà, on revient à Thierry Litzler pour le point 14, avec la mise à disposition d'un terrain Michelbach-le-Bas pour l'exploitation d'un site de point haut par ATC France. Exactement, alors on va parler télécom, même si c'est dans la compétence de l'eau. En fait, c'est une convention qui a été signée en février 2015 par l'ancien syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Michelbach à Tenschwiller, avec une société qui à l'époque s'appelait FPS Towers, et qui avait donc été autorisée à installer un équipement de télécom, tout simplement. On l'a vu dans plusieurs syndicats, c'est la recherche des opérateurs pour trouver des points hauts. Il se trouve que deux éléments ont changé depuis 2015, et pas des moindres dans ce dossier. Le premier, c'est que la société FPS Towers est devenue ATC France, donc a changé de dénomination sociale depuis le 1er janvier 2018, et que d'autre part, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, c'est Saint-Louis Agglomération qui a repris la compétence eau et qui a donc également repris tous les contrats qui étaient en cours par les différents syndicats ou différentes structures. Et c'est donc tout naturellement que nous devons aujourd'hui reprendre cette convention en mettant à jour évidemment les partenaires, c'est-à-dire SLA et ATC France, et bien évidemment autoriser le président à signer cette convention pour la mise à disposition de ce lieu. Tout simplement. Et ça fait une petite rentrée. Voilà, je pense que ça pose pas négligeable par les temps qui courent. Tout à fait. Pas de vote contraire, pas d'abstention. Merci à vous et merci à Thierry d'avoir présenté ce point. On continue avec le point 15, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Vous avez l'habitude de cela dans les communes respectives et puis à Saint-Louis-à-l'Eau évidemment. Je ne reviendrai pas sur les trois premiers points puisque là il s'agit d'une création et d'une suppression de postes à chaque fois. Au niveau donc de la direction des finances, de la communication du numérique et de l'aménagement développement du territoire. Et par contre, effectivement, donc on vous propose la création d'un poste d'attaché territorial au niveau du pôle assemblée juridique et commande publique direction des affaires juridiques. Effectivement, je me tourne plus particulièrement vers Catherine Wyss, qui s'occupe de beaucoup de choses avec ses agents. Et vous savez que le côté juridique devient de plus en plus omniprésent. Nous avons aussi, et c'est tant mieux, nous sommes là en partie pour ça aussi, dans le cadre de la mutualisation, parfois l'appel de l'un ou l'autre collègue de communes plus petites, par rapport à une question juridique. Et donc, effectivement, nous vous proposons de créer un poste dans ce service, qui est évidemment prévu dans le budget, vous l'avez compris. Et si vous en êtes d'accord, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Et toutefois, je le dis quand même, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ça peut arriver, ce poste pourrait être pourvu par un agent contractuel de droit public que pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Avez-vous des questions? Ce n'est pas le cas. Je pense que personne n'est contre la création de ce poste. Y a-t-il une abstention? Merci beaucoup. Catherine ne pourra pas souffler plus pour autant, mais je pense que ce sera effectivement bien, parce que, encore une fois, c'est aussi un service, les autres le sont également, mais c'est aussi un service qui est extrêmement sollicité, pas simplement en interne, mais en externe aussi, et c'est tout à fait normal, je le répète. Point numéro 16, on va faire un tour du côté du logement social, on ne l'a pas encore fait aujourd'hui, alors la parole est à Jean-Paul. Merci, Monsieur le Président. Donc je fais tous les deux points, le point 16 et le point 17. Absolument. Je vais vous présenter en même temps les points 16 et 17, puisqu'ils portent tous les deux sur l'octroi d'une garantie d'emprunt en éolien pour les prêts destinés à la construction de logements sociaux rue du Tilleul à Blotzheim. Le premier concerne un prêt de 1 318 400. Le second a un prêt de 1 551 793 € pour une opération de logement de 20 logements sociaux. Les opérations s'inscrivent au sein de l'agglomération. Il est déficitaire au regard
garantie de prêt demandée par Neolia. Je pense que ça pose problème à personne. Quelqu'un beaucoup. Et donc attribution de subventions inviter mieux sérénité. Instaurer une prime de montant forfaitaire de 500 € par logement pour inciter les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux. Les demandes de subventions ont été réceptionnées à vient de 2 propriétaires de Lanzer, un de Esin, à notre dispositif d'aide. De plus, dans le cadre de Cité d'énergie. Pour ces raisons, je propose d'accorder 500 € à chaque propriétaire demandeur. ça aussi, vous en avez l'habitude, hein, chers collègues, néanmoins, il faut le passer au Conseil à chaque fois. Donc, je considère votre silence comme approbation. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Il n'y en a pas. Merci pour eux. Merci à toi, Jean-Paul. Et on va encore changer de sujet avec la signature de la convention multipartenariale dans le cadre de la mise en œuvre du programme ACT2 Sequoia. C'est à Philippe. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vous aviez approuvé notre diagnostic territorial et décline de cette approbation maintenant un certain nombre de mesures. Nous avons, à l'occasion du dernier Conseil communautaire, pu bénéficier dans l'acte 1 du programme SAR avec la région qui, rappelez-vous, concerne les permanences info-énergie, le guichet unique Octave, mais également les thermographies de façade. Là, on passe à l'acte 2, un appel à manifestation d'intérêt auquel on a pu postuler parce que nous sommes notamment engagés dans la démarche Citergie et qui s'appelle Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. C'est une initiative nationale lancée par plusieurs collectivités. La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics, le décret tertiaire ne vous est pas inconnu. Il voulait vous renseigner auprès de vos représentants à la commission devant laquelle on a expliqué tout ça. Ce programme est une aide au financement qui va porter sur 4 actions. Un poste d'économe de flux qui va aider les communes à faire ces diagnostics, des outils de mesure, des petits équipements, des audits énergétiques, la définition de stratégies pour les communes, mais également l'aide au financement des maîtrises d'œuvre pour les travaux de rénovation thermique et énergétique. Saint-Louis Agglomération a consulté l'ensemble des 40 communes qui ont fait connaître des projets. En l'occurrence, 29 communes ont répondu à l'appel, ont déposé 70 projets, et nous nous sommes regroupés avec le syndicat départemental d'électricité et de gaz du Rhin, le pays Rhin-Vignoble Grand Ballon et le pays Dur-Dolaire ainsi que la ville de Saint-Louis, afin de postuler à cette AMI. Alors, bonne nouvelle, chers collègues, notre candidature conjointe a été retenue à l'unanimité par le jury réuni à Paris le 24 février, et concrètement, en 2 ans, entre le printemps 2021 et le printemps 2023, les 29 communes pourront bénéficier de 98 études techniques de pré-travaux, de 17 audits thermiques réglementaires, d'un accompagnement par un économe de flux et des aides au financement de la maîtrise d'œuvre. Nous allons revenir vers toutes les communes en mai et en juin pour les détails de la mise en œuvre de ce processus et le démarrage effectif de l'accompagnement. Ce qui vous est demandé ce soir, c'est d'approuver la convention qui était jointe à la délibération, d'autoriser le président à la signer, et ça nous permettra d'avoir une stratégie définie, et j'espère pouvoir venir vers vous bientôt pour l'acte 3, qui sera le financement des travaux eux-mêmes. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Philippe. Avez-vous des questions? Je pense que vous êtes d'accord pour que nous puissions signer cette convention. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci. Et merci encore non seulement d'avoir présenté le point, mais pour tout le travail qui est fait au quotidien pour protéger notre planète. Elle en a bien besoin. Voilà, nous arrivons au point 20. Donc, suite au transfert au 1er janvier 2020 de la compétence eau à Saint-Louis, agglomération, il est proposé de désigner un représentant de l'agglomération à l'association de protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, APRONA, et je vous propose d'y nommer notre vice-président chargé de l'eau, en l'occurrence Thierry Litzler.
Est-ce que quelqu'un est contre cette proposition? Abstention. Il n'y en a pas. Bon courage Thierry et merci pour le travail. Point 21, c'est un point que vous connaissez, donc c'est le compte-rendu des décisions prises depuis le dernier conseil. Il n'y a pas eu de remarques, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ce n'est pas le cas. Point numéro 22, donc détermination du lieu du conseil de communauté pour la séance du 26 mai 2021. Je ne sais pas si cette maison est disponible. Je suppose que oui, on ne m'a pas dit qu'elle ne l'était pas, donc je vous propose effectivement de le faire au Triangle. Mais si jamais ça devait pas être le cas, il faudrait aussi que vous acceptiez que nous allions dans un autre lieu. Mais a priori, ça a l'air d'être bon. On ne me fait pas de signe du côté des fonctionnaires là-bas. Donc, vous y êtes cordialement à nouveau les bienvenus lors de notre prochain conseil. En ce qui concerne le point divers, j'ai juste une information à vous donner, c'est l'état annuel des indemnités versées aux élus pour l'année 2020. Vous avez eu le tableau. Vous savez que maintenant, dans chaque entité, le législateur nous demande de faire ça tous les ans. Donc, ça a déjà été fait, je pense, dans un certain nombre de communes. Nous le faisons ici aussi. Et M. Striby a souhaité prendre la parole. Non, M. Striby? Puis M2A a, semble-t-il, émis un avis négatif concernant le SCOT. Vous me dites si je me trompe. Je voulais savoir ce qu'en pense M. Thury qui s'occupe du SCOT. Alors, je ne sais pas si Pascal souhaite réagir tout de suite, parce que c'est une question qui n'était pas posée par écrit, vous me l'aviez dit en arrivant. Donc, Pascal apportera la réponse. Allez, vas-y Pascal, je t'en prie. Merci. Donc, on n'a pas de micro à cette table, donc j'apporterai une réponse lors du prochain CA sur les raisons effectivement de l'avis défavorable ou de refus de la part de M2A. Merci beaucoup. Voilà, nous en sommes arrivés au bout de ce conseil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment et du fond du cœur de votre patiente attention, de votre participation. Je pensais que nous en aurons pour 2 heures, et bien nous en avons eu pour 2 heures. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon retour chez vous et continuez à prendre soin de vous. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Bon retour.